est 23h partout en Côte d'Ivoire. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres de l'actualité. La campagne de commercialisation de la noix de cajou 2023 peut commencer. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a annoncé le prix du kilogramme Borchamp à 315 francs CFA. Un prix plancher en augmentation de 10 francs CFA par rapport à l'année dernière. On en parle dans cette édition. La bourse destinée aux étudiants sera désormais payée par virement bancaire ou par mobile money. Les boursiers auront leur dû par trimestre. Comment les étudiants accueillent-ils cette nouvelle? Quelles sont les difficultés liées au fonctionnement actuel? Qu'est-ce qui va changer concrètement? Enseignement supérieur, la bourse estudiantine et ses réalités, c'est le dossier Vidici que vous propose la rédaction dans cette édition. Le ministère des Transports a procédé au lancement de la semaine de la sécurité routière. L'opération consistera à sensibiliser les automobilistes et usagers de la route sur le respect du code de la route. Une sensibilisation qui sera suivie d'actes de répression. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Ce vendredi 3 février, à la résidence du couple présidentiel, des femmes responsables administratifs, épouses d'ambassadeurs et d'hommes politiques, ministres ou encore issus du milieu de la communication, se sont retrouvés pour présenter leurs vœux de nouvel an à la première dame Dominique Ouattara, comme vous pouvez le voir sur ces images. Un moment de convivialité et d'échange que nous pourrons partager dans nos prochaines éditions avec notre reporter Jérôme Kofi Aboulin. Et nous l'annoncions il y a peu dans les titres, c'est reparti pour la campagne de commercialisation de la noix de cajou 2023. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Djoumani, a annoncé le prix du kilogramme Borchamp à 315 francs CFA, un prix plancher en augmentation de 10 francs CFA par rapport à l'année dernière. Lanciné Bakayoko. Pour 2023, la campagne cajou s'annonce plutôt prometteuse, grâce notamment aux conditions climatiques favorables et à la bonne floraison du verger. Niveau de production attendu, 1 050 000 tonnes. Prévision d'approvisionnement des usines locales, 300 000 tonnes. Soit un bond d'environ 34% en comparaison à la campagne écoulée. Au titre des prix, le gouvernement a approuvé pour la campagne 2023 un prix Borchamp plancher obligatoire de 315 francs CFA par kilogramme pour la noix de cajou bien séchée et bien triée, ne comportant aucune matière étrangère. Si le cajou se porte relativement bien, ce n'est pas le cas au niveau du coton ravagé par les jacides, des insectes particulièrement nocifs pour la spéculation. La Côte d'Ivoire et le Brésil ont élaboré un projet de coopération technique incluant des activités de formation et de transfert de technologies aux cotonculteurs ivoiriens. Et regardons à présent la 9e réunion ministérielle de l'initiative d'Accra qui vient de se tenir à Abidjan. L'état des lieux de la situation sécuritaire dans la sous-région, l'examen et l'adoption des conclusions de la 18e réunion des experts ont été les points abordés au cours de cet échange. Le Nigeria, pays non membre, examine de près sa future adhésion à cette plateforme de lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Le général de corps d'armée Vagondo Diomandé appelle à une mutualisation des forces et des stratégies. Walter Amadou Ouattara, Franck Quadio. Sous l'impulsion des chefs d'État ivoiriens et ghanéens, l'initiative d'Accra a été portée sur les fonds baptismaux le 14 septembre 2017. Ce cadre de coopération et de concertation veut se donner les moyens de lutter efficacement contre les attaques des groupes armés et les risques de déstabilisation. Le général de corps d'armée Vagondo Diomandé revient sur les avancées qu'il qualifie de notables. Après les premiers résultats enregistrés, il était important et il est même indéniable que nous changeons de posture. C'est pourquoi nous avons ensemble adopté le principe des opérations simultanées. Parce que tout simplement, mobiliser les moyens et les troupes pour des opérations d'envergure qui impliquent plusieurs pays est beaucoup plus difficile que de mener des opérations aux différentes frontières par chaque pays de façon à libérer les espaces qui sont occupés par les terroristes et permettre aux populations qui ont déserté ces zones-là de repartir dans leurs zones d'habitation habituelles. L'un des points forts de cette rencontre, c'est la volonté affichée de la République fédérale du Nigeria de devenir membre à part entière. Le Nigeria, pour le moment, n'est pas membre de cette initiative, mais vu l'ampleur et l'importance également
de l'impératif de devoir collaborer pour pouvoir endiguer ces fléaux de manière effective, il n'était pas normal que le Nigeria reste à l'écart. Donc nous sommes en train d'explorer des voies et moyens pour pouvoir officiellement et de manière solennelle être membre à part entière de cette initiative. Pour rappel, l'initiative d'Accra est animée par le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger et le Togo. À Grand-Bassam, dans la région du sud de Comoé, l'heure était au bilan du projet d'insertion socio-professionnelle des jeunes et promotion de l'économie verte et circulaire. Après plus de 3 ans de mise en œuvre, tous les acteurs impliqués dans le projet se sont réunis. Ce projet, initié par le Conseil régional et cofinancé par l'Union européenne, a permis de former et de financer 521 jeunes de la région. Davis Oyo, Jean-Marc Djadji. Ils sont 521 bénéficiaires du projet socio-professionnel des jeunes et promotion de l'économie verte et circulaire dans le sud Comoé. Ces jeunes ont bénéficié de financement d'activités génératrices de revenus et de formation dans la pisciculture, dans l'élevage et dans l'agroécologie. J'ai bénéficié d'une formation en culture maraîchère bio. La formation a duré 4 mois. J'ai bénéficié d'un fonds d'un montant de 500 000 francs. J'ai mis sur pied un salon de coiffure. C'est là-bas que j'emploie 2 coiffeuses, un coiffeur et puis une fille de ménage. Démarré en mars 2019 et exécuté durant 45 mois, le projet vise à réduire considérablement le chômage des jeunes tout en préparant la région à une transition énergétique et respectueuse de l'environnement. Une démarche qui cadre avec la vision de l'Union européenne, partenaire technique et financier du projet. Le cœur de cette action a donc concerné l'emploi et l'insertion des jeunes, qui est également une priorité de l'agenda 2030 pour le développement durable, à travers l'objectif 8, qui vise à promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable. Réussir socialement et économiquement dans sa propre localité, en exploitant et en valorisant ses ressources, est l'une des fiertés de ce projet initié et cofinancé par le Conseil régional du Sud Comoé. En ce qui nous concerne, nous prendrons donc toute notre part dans la mise en œuvre de la vision politique du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en faveur de la jeunesse qui demeure la priorité pour cette année 2023. Il est donc important, chers jeunes, que vous appréciez ce projet comme chemin pour vous permettre de vous prendre en charge. Autre temps fort de la rencontre, la visite de toutes les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du projet sur le site de démonstration et de formation des fermes agroécologiques. La stratégie et les méthodes utilisées sont en cours de diffusion dans les autres régions de Côte d'Ivoire. Coût global du projet d'insertion socio-professionnelle, 525 millions de francs CFA. Et 33 formateurs de 4 filières de l'enseignement technique de la formation professionnelle viennent de bénéficier d'un renforcement des capacités en France. Ce grâce à un partenariat entre le ministère de l'enseignement technique de la formation professionnelle et de l'apprentissage et Ferrandi Paris, une grande école de formation dans les domaines de la gastronomie et de l'hôtellerie. Cette formation qu'ils ont reçue s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de l'Académie des talents et de l'école de la deuxième chance. Issa Chonoye. 33 enseignants des 4 filières de l'enseignement technique et de la formation professionnelle formés en France dans le cadre de la mise en œuvre du programme de l'Académie des talents et de l'école de la deuxième chance. Un programme initié par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. De retour de l'Hexagone, ils ont été reçus par le ministre Kofi Nguessan au lycée technique de Cocody. Tout ce que nous avons acquis comme nouvelles connaissances à Paris-Dijon, nous allons essayer dans la mesure de nos possibilités, parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas les mêmes réalités, nous allons essayer de mieux adapter ça par rapport à notre réalité ici. Il faut donc, pour nous autres acteurs, que chacun, en ce qui le concerne, change ses logiciels. Que nous nous adaptions aux méthodes nouvelles d'apprentissage qui mettent les enfants au cœur de l'apprentissage. Pour le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, cette formation des formateurs va renforcer le dispositif de son département dans l'apprentissage des jeunes. C'est le début d'un vaste programme de formation de formateurs. Nous avons ciblé le secteur hôtellerie, tourisme. Et demain, ce sera la plomberie, l'ébénisterie et l'électricité, les bâtiments. Et donc, au fur et à mesure,
Et nous allons demander à nos partenaires de nous accompagner, de nous offrir des opportunités. Voir autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de voir ici en Côte d'Ivoire. Cette formation est devenue une réalité grâce à un partenariat du ministère signé le 10 juin 2022 avec Ferrandi Paris, une grande école en France qui forme dans les domaines de la gastronomie et de l'hôtellerie. Et place à présent au dossier de cette édition. Quand on est étudiant, recevoir une bourse ou un secours financier est une véritable bouffée d'oxygène, un appui non négligeable si vous préférez. La bourse, ils sont chaque année des dizaines de milliers à en faire la demande. Ceux qui sont retenus dénoncent pour la plupart le système de paiement dans les universités. Eh bien, ce système va connaître une amélioration car au début du mois de janvier, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris un décret concernant le mode de paiement des bourses. La bourse sera désormais payée par virement bancaire ou par mobile money. Les boursiers auront l'heure due par trimestre. Comment les étudiants accueillent-ils cette nouvelle? Quelles sont les difficultés liées au fonctionnement actuel? Qu'est-ce qui va changer concrètement? Enseignement supérieur, la bourse estudiantine et ses réalités, celles de civil ici. Signé Wilfried Coy, Serge Coléa, Arnaud Kofi. À l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, comme dans beaucoup d'autres universités publiques de Côte d'Ivoire, le paiement de la bourse et du secours financier constitue une période d'affluence devant les guichets. Pour espérer être parmi les premiers servis, il faut se lever de bonne heure. Il y a des moments où on devrait sécher les coups, se taper un très long rang qui n'est pas d'ailleurs organisé. Tu peux être le premier et avoir ta bourse peut-être à 17h. Longue file d'attente, lenteur administrative, processus harassant, une forte concentration d'étudiants qui crée parfois une atmosphère de tension et de pression. Le budget de la bourse, c'est 23 milliards. 23 milliards qu'on va distribuer mai en mai au XXIe siècle. Forcément, ça va générer des tensions, il y aura des déperditions. Le quadio, comme l'appellent couramment les étudiants, fait l'objet de toutes les convoitises. Une fois le retrait terminé, il y a des gars à la sortie du quadio, comme on appelle le point. On nous perçoit 10 000 francs sur la bourse. Si tu refuses de payer aussi, tu vas subir les conséquences. Souvent, ils n'ont même pas besoin de t'encaisser. Une fois que tu finis, toi-même, tu sais ce que tu as fait. Tu prends ton argent, tu veux sortir, on s'arrête devant la porte, on dit « Monsieur, est-ce que vous avez payé ?» Si vous dites « oui », on vous laisse sortir. Si vous dites « non », vous êtes obligé de payer. Ici, c'était 10 000, voire 15 000. Mais à Boaké, on me dit que parfois ça va jusqu'à 80 000, 50 000, ça dépend. Et les groupes organisés, les syndicats, quand vous arrivez, c'est eux qui assurent la sécurité. Et il y en a qui sont en t-shirt de FESI. Pointé du doigt, la FESI, la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, par la voix de son secrétaire général, remet en cause ces accusations. Si on doit nous reverser 10 000 francs, pendant que nous, on demande qu'on paye, qu'on bancarise le paiement des étudiants, il y a un problème. Depuis 2020, nous demandons qu'on paye les étudiants en ligne, parce que bien évidemment, il y avait trop de mafias autour des paiements. Nous, on hérite d'une organisation où tous les grands combats qu'on a menés, mais les étudiants qui sont reconnaissants, ils venaient déposer soit 2 000, soit 1 000 francs dans les cartons ici. Pour Sinclair Allah, ces mauvaises pratiques existent, mais ne relèvent pas forcément de l'organisation qu'il dirige. C'est sûr de tout le monde universitaire. Voilà, on appelle ça les cas. Et ces cas-là, il y a certains qui sont assis, des gestionnaires, des filières, des UFR, qui, eux, reçoivent la moitié de l'argent de l'étudiant. Et donc, aujourd'hui, ce qui était facile à dire, c'est de dire que c'est la FESI. Et comme la FESI a le dos large, il est important que nous, intelligemment, on démontre à l'opinion nationale et internationale qui est le vrai bourreau. À la direction de l'orientation et des bourses, le premier responsable a eu écho de ces informations qui circulent. Pour lui, ce ne sont que des rumeurs sans véritable fondement. Même ceux qui se sont déclarés comme victimes, on leur a dit de nous désigner les personnes qui se sont rendues coupables de cet acte odieux. Mais nous n'avons jamais eu de preuves concrètes. Mais toujours est-il qu'il faut prendre toutes les précautions pour ne pas que ce phénomène-là persiste. Selon le directeur, les critères de choix des candidats à la bourse sont connus
est rigoureusement respectée. La commission fait la sélection conformément aux critères et à l'enveloppe budgétaire disponible. Ces histoires des réseaux, c'est même simplement de l'arnaque. Le processus d'attribution de bourse, il est transparent. Personne ne peut influencer les décisions de la commission telles que dit et telles que ça se fait. Même moi, en tant que directeur de bourse, je suis membre statutaire, le seul membre de la direction de bourse à la commission. Les collaborateurs ne sont pas membres statutaires. Depuis le 4 janvier 2023, le gouvernement, à l'issue de son premier conseil des ministres de l'année, a entériné le vœu de milliers d'étudiants. La bourse sera désormais payée par virement bancaire ou par mobile money. Je suis très contente de la nouvelle. D'abord, ça va m'éviter de faire le rang. Ça va m'éviter de payer les 10 000 francs non justifiés. Et ça va me permettre, en tout cas, d'être libre en fait. Nous saluons le président de la République pour vraiment son action qui vient de poser. C'est une action salvatrice. C'est un pas véritablement important qui va permettre de changer beaucoup de choses. Nous restons vigilants et résolument tournés dans la vision du président de la République. Une décision salutaire pour l'ensemble de la communauté universitaire. Ce décret, d'abord, permet d'organiser le circuit de paiement des bourses, permettre à chaque bénéficiaire d'une bourse de tout bien d'un secours financier de percevoir sa bourse là où il se trouve et loin des prédateurs. Le décret va permettre de réorganiser le circuit de paiement des bourses scolaires et universitaires. Tous les trimestres, les boursiers auront leur dû. Pour l'année académique 2022-2023, environ 55 000 étudiants bénéficient d'une bourse ou d'un secours financier. Chaque année, 60 000 demandes sont enregistrées. Le budget alloué se chiffre à environ 23 milliards de francs CFA. Et toute autre chose à présent, respecter le code de la route, c'est aussi prendre soin de sa vie et celle des autres. Dans la dynamique d'approfondir la lutte contre l'incivisme sur nos routes, le ministère des Transports a procédé au lancement de la semaine de la sécurité routière. L'opération consistera à sensibiliser les automobilistes et usagers de la route sur le respect du code de la route, une sensibilisation qui sera suivie d'actes de répression. Plus de 11 000 agents des forces de l'ordre et de sécurité sont mobilisés sur toute l'étendue du territoire. L'opération donc a été lancée ce 3 février et court sur une durée de 7 jours. Reportage. Abidjan Plateau, des rollers en mouvement entre les véhicules, séance de distribution de prospectus aux automobilistes, un acte de sensibilisation au respect du code de la route. Ces rollers sont mis en mission par le ministère des Transports qui lance ainsi la semaine de la sécurité routière. Cette semaine consiste donc à sensibiliser les automobilistes, les usagers de la route sur leurs responsabilités en matière de sécurité routière. Elle va donc s'étaler sur 7 jours et sur les 7 jours, on va monter progressivement en puissance. En plus de la sensibilisation, les cas où il n'est pas question de laisser partir les automobilistes feront l'objet donc de sanctions. De ce jour, 3 février au 10 février prochain, 7 jours durant, plus de 11 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour le respect des principes de la route. Le gouvernement, par cette semaine nationale dédiée à la sécurité, espère réduire considérablement l'incivisme et les cas d'accident. Certains automobilistes vont changer de comportement. Vous allez voir également que sur les routes, certaines voitures qui n'ont pas le droit d'être sur la route ne seront pas là. Pour cette semaine-là, vous allez remarquer que la fluidité sur nos routes sera de mise pour la simple raison que les personnes qui ont des véhicules qui ne sont pas en règle ne vont pas prendre les routes. Ça va donc contribuer à la sécurité routière que nous recherchons tant. Ça va sauver des vies également. La semaine de la sécurité va se dérouler durant les 11 prochains mois sur l'ensemble du territoire ivoirien. En 2022, ce sont plus de 1000 morts qui ont été enregistrés sur les routes, situation due à l'indiscipline des automobilistes. Un reportage de Frédéric Oulaï commenté pour vous par Franck Quadio. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi à 3 février 2023 4 nouveaux cas de Covid-19 sur 300 échantillons prélevés, soit 1,3% de cas positifs, 3 guéris et 0 décès. À la date du 3 février 2023, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 87 997 cas confirmés
dont 87 149 personnes guéries, 833 décès et 15 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 672 711. Le 2 février 2023, 11 002 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 25 201 271 doses du 1er mars 2021 au 2 février 2023. La direction générale de la RTI a reçu la délégation de MTN Côte d'Ivoire. Cette entrevue vise à créer un cadre d'échange permanent pour un partenariat plus accru entre les deux structures, la RTI étant le diffuseur officiel de la CAN 2023. Ils entendent s'engager à mutualiser leurs efforts pour une meilleure diffusion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Jean-Marc Tchachi. Ambiance conviviale à la salle de conférence Mamadou Ben Soumaoro de la Maison de la Télévision. Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, échange avec la délégation de MTN Côte d'Ivoire. À l'ordre du jour, la retransmission de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Partenariat, ligne éditoriale, offres commerciales et projets d'émission sont au menu de l'entretien. Diffuseur officiel de cette 34e édition Côte d'Ivoire, la position de la RTI Média du service public suscite l'intérêt des annonceurs. À l'issue des discussions, l'entreprise de télécom réaffirme son soutien à la RTI. Le gouvernement ivoirien a pour ambition clairement d'en faire l'événement le plus populaire et la CAN la plus réussie. Nous voulons être aux côtés de la RTI pour ce succès-là, pour que les Ivoiriens vivent cette CAN, pour que la RTI puisse, en tant que diffuseur officiel de cette CAN, puisse aussi montrer au monde, à l'Afrique, ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Le pari de la Côte d'Ivoire, à travers le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, c'est d'offrir à l'Afrique et au monde une Coupe d'Afrique des Nations telle qu'on n'en a jamais vue. Pour le réussir, eh bien, il faut la mutualisation des moyens, il faut des partenariats forts. Et la RTI aujourd'hui trouve en MTN un de ses partenaires importants. C'est au tour de Canal+ International, le groupe audiovisuel français, de rencontrer le diffuseur exclusif de la CAN 2023. Objectif, échanger les opportunités de partenariat. Aujourd'hui, nous avons pu faire un bilan des collaborations en cours, qui sont nombreuses, et surtout projeter de nouvelles idées de collaboration, de production, pour le plus grand bonheur de nos téléspectateurs communs. Nous avons des grands rendez-vous, notamment la Coupe d'Afrique des Nations, janvier et février 2024 dans notre pays. Eh bien, il était de bonne loi que nous nous rencontrions, que nous fassions une revue de ces grandes questions et également que nous envisageons des axes nouveaux de coopération pour, n'est-ce pas, renforcer notre partenariat. Les 3 chaînes de télévision, de radio et tous les supports digitaux de la RTI se préparent pour ce grand événement africain du ballon rond. Les études et les réflexions se poursuivent à la Maison Bleue pour un bon déroulement de la diffusion de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Et puis ce vendredi 3 février 2023, le stade de la haute fréquence de la RTI a servi de lieu de rencontre et d'échange entre le personnel et la direction générale. Pour cette nouvelle année, les perspectives ont été annoncées, à savoir l'acquisition de matériel de pointe, l'amélioration des conditions de travail. Les acquis de 2022 ont été également présentés aux agents. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Tout autre chose à présent, les chefs des villages Koulango du Gontogo se sont réunis à la mairie de Bondoukou pour unanimement traduire leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour toutes ses actions de développement engagées dans la région du Gontogo. Ils l'ont aussi remercié pour avoir nommé leur fils Komelan Kwasi Adjoumani, ministre d'État, une première pour un fils de la région depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Herman Yamia. Dans la salle Kwaku Dapa de la mairie de Bondoukou, sont réunis 300 chefs de village du peuple Koulango de la région du Gontogo. Sous l'autorité de leur chef suprême Dagbolo Lango II, ils sont venus exprimer leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour toutes ses actions de développement dans leur région. Ils ont surtout salué l'élévation de leur fils Komelan Kwasi Adjoumani au rang de ministre d'État, une première pour un fils de la région depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous, chefs de village Koulango réunis sous l'autorité de Dagbolo Lango II, chef suprême de Koulango, exprimons notre gratitude à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire,
pour la confiance placée en notre fils, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani. Nous saluons les actions de développement entreprises par son Excellence M. Alassane Ouattara dans la région du Gontougo. Le collectif des chefs de village a aussi exprimé son soutien au ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani qui, selon eux, se bat comme il peut pour apporter un mieux-être à ses parents et aussi son implication personnelle dans tous les projets de développement de la région. Nous exprimons notre soutien au ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani en tant que candidat RHDP aux élections régionales 2023 du Gontougo et lui assurons de notre disponibilité à l'accompagner dans l'œuvre immense de développement engagée dans notre région. Le collectif des chefs de village Koulango a appelé l'ensemble des fils et filles de la région à la cohésion, à l'entente et à l'unité autour du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani afin d'assurer pleinement le développement du Gontougo. Le vice-président du Sénat, Germain Anoman-Olo, décédé en décembre dernier à l'âge de 71 ans, a reçu les honneurs de l'ensemble des sénateurs ivoiriens, ceux des représentants des institutions de la République. Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, n'a pas manqué de saluer les qualités humaines et professionnelles du disparu. Reportage. Le Sénat de Côte d'Ivoire pleure son vice-président, Olo Anoma Germain, arraché à l'affection des siens le 28 décembre dernier, à Istanbul, en Turquie. Aujourd'hui, ils sont tous présents, ses pairs sénateurs et parlementaires, venus lui rendre cet hommage solennel. À leur tête, le président de l'institution, Ahoussou-Kouadio Jeannot. C'est d'ailleurs lui qui ouvre le piquet d'honneur. La minute de silence tant redoutée. Preuve indélébile de la douloureuse séparation. À tour de rôle, les sénateurs et autres représentants d'institutions imiteront son exemple. Des regards phagocytés par la douleur que tentent de masquer des lunettes de soleil. La famille du défunt, le Sénat de Côte d'Ivoire, pleure son vice-président et honore sa mémoire. Madame Olo, chères sœurs, chers enfants Olo, Yako, à vous, j'ai connu votre époux et votre père dans les années 1995. Je puis personnellement témoigner que pendant tout ce temps, il a été constant dans ses choix et dans sa vision. Dans l'exercice de ses différentes fonctions au Sénat, il imposait le respect. Le sénateur Olo Germain aura marqué les esprits et les habitudes de cette institution et aura fortement contribué à son rayonnement. Il était un sage. Nous, sénateurs, nous sommes extrêmement fiers d'avoir partagé avec lui ces quelques années de marche commune au sein de notre institution. Cher frère Olo, seule la mort pouvait imposer sa loi. Tu as, ta vie durant, contribué de façon remarquable à la construction de la nation ivoirienne conçue par le président Félix Houphouët-Boigny et conduite aujourd'hui par le président Alassane Ouattara pour le bonheur de nos concitoyens. Va en paix, mon cher frère, nos prières t'accompagnent. Les honneurs militaires sont délivrés aux défunts par un détachement de la garde républicaine. Le drapeau de la nation est ensuite remis à la veuve du disparu. Et comme pour lui rendre un ultime hommage, tenter de décourager la mort qui semble crier victoire, cette haie d'honneur formée par les sénateurs et députés présents, marquée d'acclamations, pour dire au revoir au sénateur Germain Anoman-Olo, sénateur de la région du Sud Comoré. Paix à l'âme du disparu. Et dans l'actualité internationale, cette autre triste nouvelle, le couturier et parfumeur Francisco Rabaneda y Cuervo, plus connu sous le nom de Paco Rabanne, est mort ce vendredi matin à l'âge de 88 ans. Il avait révolutionné la mode avec ses robes en métal. Il a commencé sa carrière en créant des accessoires, bijoux, cravates, boutons qu'il proposait à Dior, Saint-Laurent, Cardin. Amoureux de la Bretagne, il est décédé à son domicile de Porte-Salle, dans le Finistère, département français situé en région Bretagne. Et puis toujours dans l'actualité internationale,
international au Mali. Un médecin de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, enlevé il y a une dizaine de jours à Ménaka, a été relâché hier jeudi 2 février à Gao. Aucun détail à ce stade n'a filtré sur les conditions de sa libération. Notons simplement que la zone de Ménaka serait très fréquentée par des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Je vous retrouve demain, si Dieu le veut. Bonne soirée.